Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur, où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business, où cette fois-ci, on va parler de list email, on va parler de copywriting, on va parler de vendre justement grâce à sa list email. Donc si aujourd'hui vous avez déjà une list email ou que vous avez pour projet en tout cas d'en créer une, cet épisode est clairement fait pour vous. Et si aujourd'hui vous n'avez pas encore pour projet de créer votre liste email, croyez-moi, à la fin, vous aurez bien envie de justement lancer votre liste email. Et pour cet épisode, j'accueille Jérémy Bambini pour nous parler justement de copywriting, de comment lui a construit sa liste email et comment justement lui va vendre dans chaque email sans jamais épuiser sa liste. Et pour information, il envoie un email tous les jours. Donc tenez-vous bien. Accrochez-vous et puis c'est parti pour l'interview du jour. Bonjour Jérémy. Bonjour Pauline. Comment vas-tu ? Ça va très bien, écoute. Top. Alors, je suis super contente de pouvoir t'avoir sur le podcast aujourd'hui pour parler de copywriting et principalement, on va parler aujourd'hui des emails et de la vente par email directement. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps pour les personnes qui nous écoutent ? Oui, donc je suis un ancien militaire de l'armée de l'air qui s'est ensuite reconverti dans le civil en informatique en 2009. Je suis resté 5 ans dans une boîte et j'avais vite l'idée en fait de devenir indépendant puisque j'en avais marre des déménagements, des mutations, etc. Et donc, je cherchais, si tu veux, un style d'activité qui me permette de pouvoir travailler n'importe où et sans avoir à refaire ma clientèle à chaque fois que je bouge d'un endroit à l'autre. Donc, je ne savais pas à quoi ça allait ressembler. Je savais que ça allait avoir un lien avec le fait de travailler sur ordinateur. Et au fil de mes formations, ouais, je suis tombé sur ce qu'on appelle un super lancement orchestré. Donc, c'était un blogueur français qui montrait comment il vivait le lifestyle blogging. Et j'ai dit, c'est pas mal ce qui peut travailler n'importe où. Et puis, je me suis lancé là-dedans. Donc, j'ai commencé à créer un premier blog sur l'alimentation et l'entraînement. Je parlais spécifiquement je parle toujours, ce qu'il existe toujours, de jeûne intermittent et entraînement à domicile avec Kettlebell. Et je faisais ça vraiment en mode blogging, je partageais mes découvertes et quand quand j'ai réalisé que je pouvais en fait gagner ma vie pas juste avec le blogging, mais en tombant sur le copywriting, c'est là que j'ai compris en fait que c'est le copywriting qui allait me permettre de quitter mon emploi et de vivre correctement en fait. Donc je me suis mis à fond dedans. Je me suis servi du copywriting pour rédiger des pages de vente, rédiger des emails et j'ai pu donc quitter mon emploi et depuis, donc après j'ai tellement simplifié que j'ai gagné du temps, j'ai fait du freelancing en copywriting et en plus de mon blog. Et après, j'ai voulu me détacher un peu du freelancing. J'ai créé un deuxième site qui s'appelle La Journée 33 minutes. Il est exactement sur le même modèle. Donc, j'ai vraiment un système très simple qui se concentre sur l'emailing. C'est surtout pour ça qu'on me consulte. Ok, super. Et ça fait combien de temps, du coup, maintenant que tu es copywriter ? Le point de départ, c'était il y a 10 ans, en fait. C'est quand ma fille est née. Ça arrivait un petit peu en même temps. En fait, ma fille est née. J'ai commencé à faire du jeûne intermittent et c'est là que j'ai commencé à faire d'autres recherches et c'était vraiment, ça tombait à ce moment-là en fait. Quand je suis devenu papa, je me suis dit il faut que ça urge en fait de pouvoir passer certains plafonds de revenus et devenir indépendant et je suis tombé sur le copywriting à ce moment-là. Donc dès que j'ai découvert ça, je suis tombé sur un e-book gratuit en plus. Dès que j'ai vu le terme copywriting, j'ai plongé dedans en fait. J'ai commencé à acheter des livres, à me former et à pratiquer surtout. Donc j'ai commencé à pratiquer sur mon site. Quand je suis tombé dessus, en fait, je me suis dit, je n'écris plus rien en ligne sans avoir un objectif de passage à l'action derrière. Et ça a tout changé, en fait. Et donc, avant ça, tu connaissais le copywriting, tu en avais déjà entendu parler, tu l'avais déjà expérimenté ou pas du tout et tu t'es formé par la suite ? Non, pas du tout. C'était en cours il y avait un coaching de groupe dans la formation que j'avais suivi sur le blogging. Mais au départ, j'avais suivi ça pour mettre vraiment mon blog en forme et commencer
publier des articles voilà, de qualité, attirer du trafic. Je ne connaissais pas la publicité, enfin, je ne voulais pas faire de publicité à l'époque. Et je me souviens, dans un coaching de groupe, le formateur a dit, voilà, il y a un e-book là, lisez-le. Quand vous l'aurez lu, vous aurez tout compris sur le copywriting. C'est la première fois que je voyais ce terme. Quand je vois ce terme, je me dis, ça a l'air chiant ce truc. Mais comme je suis un bon élève, j'ai quand même regardé. Et je te dis, au bout de la 3e page, j'ai dit, c'est avec ça que je vais gagner ma vie. C'est-à-dire que c'était l'époque où YouTube montait en puissance. Et donc, on commençait à dire, le texte, c'est mort. Les articles, c'est mort. Maintenant, c'est la vidéo. Il faut se filmer, il faut se montrer. Moi, j'ai dit, je suis salarié. Je suis dans un domaine un petit peu, il y a un aspect un peu sécurité. Donc déjà, je communiquais sous un autre nom, sous le nom de ma mère, au lieu d'utiliser mon nom de naissance. Je me suis forcé un peu à faire des vidéos. Je dis, bon, allez, il faut que je me force, il faut que je sorte de ma zone de confort. Et puis, ça ne marchait pas, en fait. Et quand j'ai vu le copywriting, j'ai dit, en fait, on peut gagner sa vie sans montrer sa tête. Sans montrer sa tête et en se reposant sur là où j'étais plus doué, c'était l'écriture. Alors, j'étais pas doué dans le sens, j'ai pas de talent littéraire, j'ai pas de... D'ailleurs, il n'en faut pas. En fait, il faut au contraire désapprendre tout ce qu'on a appris à l'école, c'est-à-dire utiliser des phrases plutôt plus courtes, utiliser des mots courts, ne pas hésiter à se répéter. Voilà, ça n'avait rien à voir, mais c'est un truc que j'ai vite assimilé. Donc, j'ai vite progressé en copywriting, mais bon, à côté, j'ai pas mal travaillé. C'est-à-dire que j'ai fait des vraies pages de vente et pour m'exercer, je faisais la recopie à la main avec un stylo et du papier. Ça, c'est un conseil que j'ai déjà vu et qu'on m'a déjà conseillé aussi, effectivement, de recopier les textes directement à la main pour justement faire rentrer tous ces mots et des techniques, si je peux dire, de copywriting. Oui, en fait, tu intègres les mécanismes psychologiques de l'écriture. Et ce que je conseille de le faire, c'est de recopier plusieurs pages de vente d'un même auteur avant de changer d'auteur. Mais bon, après, chacun fait comme il veut, ou alors de prendre un auteur qui a rédigé une très, 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 très longue page de vente et la recopier plusieurs fois aussi, si elle est... Mais vraiment s'inspirer pas recopier les miennes, par exemple. Il faut recopier vraiment les tout premiers des années 50, 60, 80, ceux qui ont vraiment fait des pages de vente qui ont généré des millions, même avant l'époque d'Internet. Parce que sont vraiment... quand Internet est arrivé, surtout les réseaux sociaux, ça s'est un petit peu dégradé. On s'est un peu éloigné des principes psychologiques fondamentaux, alors que c'est toujours les mêmes, en fait. Ok, ça marche. Écoute, c'est noté. Et du coup, parlons un petit peu de la liste email, de l'emailing. À partir de quand est-ce que du coup, tu as commencé à travailler ta liste email, à l'alimenter et à envoyer justement des emails? Alors, dès le début, en fait, ça c'est la chance que j'ai eue, c'est que quand la formation auprès du blogueur que j'ai suivi, l'avantage c'est que c'était un gars qui avait une éducation de marketing direct, donc du vieux marketing direct. Marketing direct, c'est quand le marketing que tu fais attend une réponse directe du client ou du prospect. C'est l'équivalent des courriers des fois qu'on reçoit. Vous êtes le regagnant de machin, remplissez le coupon pour recevoir le livre. Bon, c'est ça en fait qu'on fait, adapter Internet. Et du coup, dès le départ, en fait, il m'avait dit de créer une liste email. Donc, je l'ai fait, mais on envoyait, à l'époque, j'envoyais 2 emails par semaine. J'envoyais 1 à 2 emails par semaine pour dire que j'avais sorti un nouvel article, en fait. Après, j'ai été coaché, il m'a fait créer des produits. Et quand j'ai créé des produits, il fallait annoncer le lancement des produits. Ça se faisait par email, en fait. Et j'ai réalisé, en fait, que c'était les emails qui généraient mon chiffre d'affaires parce que je ne m'adressais qu'à des gens qui me connaissaient déjà, qui avaient fait la démarche de s'inscrire. Donc, je suis passé de un email par semaine à 2, 3 ou 4 quand je faisais un lancement, mais c'était rare. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu générer assez de revenus pour quitter mon emploi. Seulement, je suivais le schéma classique lancement, c'est-à-dire j'envoyais des emails en gros que pour dire qu'il y avait un lancement et après, il fallait laisser reposer un petit peu. Donc, voilà, donc j'ai commencé en fait à faire de l'emailing très tôt et j'ai changé radicalement de façon de faire de l'emailing après plus récemment, c'était il y a 5 ans, 5-6 ans.
où là, j'ai changé d'approche. Ok, je reviens juste par rapport à la création de la liste email. Est-ce que du coup, Mhm. tu conseilles à un entrepreneur qui se lance de commencer à construire sa liste email dès le début ou pas Oui, forcément? Oui. si, si, dès le début et d'écrire dès le début, même si on a 3 personnes sur la liste. Ok. Ouais. Dès le début, parce que ça se construit avec le temps, donc autant commencer tôt. Et oui, oui, dès le début, ne serait-ce que pour garder contact avec des personnes qui se sont inscrites. Si on construit une liste et qu'on n'envoie pas d'email, ça n'a pas d'intérêt. Le jour où on va se décider à en envoyer un, ils vont se dire, eh, qui c'est ça? Hop, je Mm. supprime. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi, je me souviens, je l'avais lancé, je crois, 2, 3 mois après m'être lancée, la liste email petit à petit. Et tu vois, au début, c'était un peu pareil. J'envoyais juste des emails quand je sortais une nouvelle vidéo, quand je sortais Mm. quelque chose de nouveau au final sur LinkedIn ou sur mon site internet. Ben, alors, ça peut fonctionner. Le truc, c'est que ça dépend du mode, du canal qu'on utilise pour tisser et nourrir la relation. C'est Oui. pour pas dire nurturing. Bon, Mm. si c'est LinkedIn, bon, bah, les personnes qui s'inscrivent, on doit construire une liste dans tous les cas parce que la liste email, elle nous appartient, d'accord? On peut exporter le fichier CSV, et ce carnet d'adresses nous appartient. L'audience sur LinkedIn ne nous appartient pas, les followers Facebook ne nous appartiennent pas. Tout On à peut les fait. perdre du jour au lendemain, ça arrive tout le temps. Donc, il faut construire sa liste email. Mais après, on peut envoyer des emails, oui, pour dire, voilà, la discussion se passe sur LinkedIn parce que tu es la spécialiste LinkedIn, ou la discussion se passe sur... bon, je recommande, moi, mon canal central, c'est l'email. Donc, tout le tissage de relations se passe dessus. Forcément. Et ça simplifie grandement mon activité parce que comme c'est que du texte, après, à partir de l'email, je peux le transformer, copier-coller, le dupliquer, le transformer en post sur les réseaux sociaux et puis les dupliquer à droite à gauche. C'est moins contraignant, ça demande moins de technique que de la vidéo, par exemple. Mm. C'est vrai. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de ce changement d'approche. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus? Comment est-ce que tu vas fonctionner du coup aujourd'hui? Oui, alors, en gros, il y a deux façons de faire de l'emailing, enfin de faire de l'email marketing. Il y a la façon classique qui est, comme on disait, envoyer un email quand il se passe quelque chose. Donc, quand on lance un produit, quand on a publié une vidéo. Et c'est vraiment la définition de la newsletter. Et la façon que j'utilise depuis quelques temps, c'est, on va dire, de l'emailing conversationnel. C'est-à-dire que on envoie un email vraiment dans le but d'avoir une conversation avec, et on s'imagine son client idéal. Voilà. On écrit qu'à une seule personne et on dit, voilà, aujourd'hui, on va parler de ceci, cela. Et l'idée, c'est d'envoyer chaque jour alors chaque jour ou presque, moi je recommande chaque jour pour différentes raisons, mais voilà, quand on envoie un email, on va dire plus de conversation, on partage une pépite, une histoire, quelque chose d'inspirant, quelque chose qui va un petit peu améliorer la journée de son lecteur. Mm. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un appel à l'action pour plusieurs raisons. Déjà, on est des entrepreneurs et on travaille avec des personnes, on est là pour aider les gens. Si on aide des gens, c'est parce que ces gens ont un problème et ils veulent le résoudre. Si on leur donne de la valeur, comme on dit, des conseils, mais qu'après on ne leur dit pas quoi faire, ils vont rester comme ça, ils vont se dire, bon, bah, oui, merci, ton email était intéressant, je fais quoi maintenant? Tu sais, c'est comme, je suis un grand fan des Robins des Bois, il y a Mm. leur sketch avec Sophie Pétoncule, à chaque fin de sketch, elle dit, je fais quoi maintenant? Je fais quoi maintenant? Ah, c'est la même chose en fait. Le prospect, il est là, il lit votre contenu, il a vu votre vidéo et il dit merci, mais je fais quoi maintenant? L'email doit indiquer la prochaine étape. Ça peut être d'acheter un produit, ça peut être de répondre à l'email pour demander des infos, ça peut être n'importe quoi, mais il faut absolument que le lecteur ait quelque chose à faire à la fin. Il faut l'habituer, en fait, il faut que... Après, c'est comme Pavlov, hein, il faut vous éduquer votre prospect à passer à l'action. Il doit savoir que quand, dans sa boîte de réception, il voit votre nom, il sait que quand il va ouvrir l'email, il va avoir envie de faire quelque chose. Ouais, c'est Donc, ça. c'est basé sur la conversation et l'action. Mm. Puis au final, j'ai envie de dire, ça, tu peux l'appliquer au final un peu à tout parce que quoi que tu fasses, il te faut un appel à l'action,
que tu écrives un Absolument. email, que tu écrives un post, que tu écrives une page de vente, par exemple, ou même sur ton profil LinkedIn. Moi, j'en parle très souvent. Il faut un appel à l'action parce que sinon, tu finis par perdre au final plein de gens qui savent pas quoi faire après. Oui, c'est ça. C'est pas... Mm. Si on ne fait pas d'action, on fait du Wikipédia, en fait. C'est juste, on donne des infos comme ça et on espère que le prospect va intuiter, ah, mais comment je vais le contacter? Je vais fouiller dans son profil, je vais chercher ses coordonnées. Non, non. Euh, Déjà, tout ce qu'on fait en public, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, les contenus où on peut nous trouver suite à des recherches dans les moteurs, ça doit avoir pour appel à l'action de rejoindre la liste. C'est tout. Tout ce qu'on fait en public doit avoir pour but de construire la liste. Et ceux qui sont dans la liste ont manifesté un intérêt sont des prospects. Et avec eux, on peut leur donner des actions plus engageantes. Ok. Et du coup, comment est-ce que justement tu vas amener cette partie vente sans forcément saouler tout le temps ton audience, sans forcément l'épuiser au fur et à mesure? Alors, la première chose, c'est d'envoyer des emails intéressants. Pareil, c'est quand on voit le nom dans la boîte mail, on doit savoir que ça va être intéressant. À partir du moment où les emails sont intéressants, ils seront attendus et du coup, ils seront ouverts, lus et plus susceptibles de passer à l'action. Après, il y a le fameux passage à l'action. Il y a, euh, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que comme vous allez envoyer des emails régulièrement, il ne faut pas vous mettre dans l'esprit, je fais un lancement, il faut absolument que ça marche. Mm. Sinon, vous allez commencer à trahir le fait que vous avez besoin de clients et on n'aime pas être en face de quelqu'un qui est dans la demande. Voilà. Donc, il faut être détaché du résultat. Vous envoyez vos emails, vous envoyez des conseils. Vous voulez aider en fait votre prospect. En fait, quand vous écrivez, vous pensez à votre client idéal. Et ce que vous faites dans l'email, c'est que vous dites simplement quoi faire ensuite. Et plutôt que de vous dire il faut que je vende, dites-vous que vous donnez la possibilité d'acheter. C'est voilà, j'ai cette histoire à te raconter, il m'est arrivé ça ce matin, voilà la leçon que j'en ai tirée par rapport à ce dont on parle d'habitude. Et si tu veux aller d'ailleurs, si tu veux aller plus loin, si tu veux passer à l'étape suivante, j'ai ce produit, j'ai cette offre, j'ai ce programme, il est là. Si tu veux pas en profiter aujourd'hui, pas de problème, demain je serai encore en ta boîte de réception et vous répétez comme ça. Voilà. Et le fait d'être dans la continuité, le principe, c'est toujours le même, hein, c'est envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Mm. Le bon message, c'est les emails intéressants et pour ça, il faut connaître son marché. La bonne personne, c'est plus une affaire, on va dire, de segmentation. On en reparlera si tu veux. Et le bon moment, le bon moment, je ne sais pas quand c'est pour la personne. Donc, j'envoie un email par jour et quand ce sera le bon moment pour elle, elle passera à l'action, c'est tout. Mais au moins, elle sait que mon programme est valable. Enfin, il est disponible et le jour où elle sera prête à passer à l'action, à régler vraiment son problème, à travailler sérieusement sur la résolution de son problème, eh ben, ça tombe bien, il y a un lien dans chacun de mes emails. Ok, super. J'aime beaucoup l'idée quand tu parles de se détacher justement du résultat, ce qui n'est pas forcément facile surtout quand on débute, je pense, et surtout pour des indépendants qui, du coup, sont quand même très attachés à leur entreprise et très, très attachés à leurs résultats. Moi, c'est quelque Mm. chose que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé et je pense qu'il est encore un petit peu présent, mais je sais que c'est une grande question, pas facile ouais, de se détacher justement du résultat et de prendre du recul par rapport à ça Oui, tout à fait. En quand fait, on il est faut indépendant. éviter d'être en mode réaction à chaque fois. Tu sais, c'est un peu Mm, comme à la bourse, tu vois une courbe. Quand tu regardes la courbe sur la journée ou sur une heure, des fois, tu crois que tu es dans un creux. Tu fais Ah, c'est la cata. Puis quand tu prends du mm, recul, tu vois que c'est en légère montée comme ouais, ça. Bon, c'est un exactement. peu la même chose, le quotidien d'un entrepreneur. Bon, il y a des jours avec, des jours sans. Et il faut continuer inlassablement. Et c'est la cohérence et la continuité qui va faire. C'est comme ça qu'on construit aussi son statut de leader. C'est insupportable et déroutant quand on suit quelqu'un qui parle d'une technique, il la vend, et puis après il découvre une autre technique chez les Américains, il vend celle-là, et du coup on se dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la technique que tu m'as vendue avant marche plus. Et, et d'ailleurs, il y a des lecteurs, en fait, des entrepreneurs qui me suivaient depuis longtemps sans que je le sache et
qui m'écrivaient des fois pour me dire bon, bah voilà, je rejoins ton programme parce que tu es le seul à être resté sur la même ligne de tous ceux que j'ai suivis. Ça faisait quelques mois, ça faisait même pas un an en plus à l'époque. Et les gens ont besoin de ça, en fait. Ils ont besoin de quelqu'un qui les guide. Et mettez-vous à la place d'un instructeur ou d'un chef qui n'arrête pas de changer de direction. Voilà, on n'a plus envie de le suivre. On a envie de suivre quelqu'un qui a une mission et il la suit. Après, on peut changer un peu le plan, mais il faut garder une certaine cohérence. Voilà, je ne vais pas vendre j'ai fait des webinaires il y a longtemps, mais j'en fais jamais en fait. Aux yeux de mon audience, j'ai dû en faire un ou deux. Je ne vais pas me mettre à faire des webinaires comme ça et à tout chambouler, sinon ce serait pas cohérent. Si vraiment je m'associe avec quelqu'un, j'ai des coachs dans mon groupe privé qui ont différentes expertises, et s'il y en a un ou une qui est experte en webinaire, je vais faire appel à elle pour enseigner les webinaires à mon audience. Ou je vais faire de l'affiliation ou quoi que ce soit. Mais voilà, il faut quand même rester, il faut rester cohérent et se détacher du résultat pour éviter d'être dans la réaction. C'est une question de leadership et c'est important quand on pense à long terme. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est exactement le mot que j'allais employer, la vision long terme. De garder justement cette cohérence pour avoir ce focus en fait et cette vision long terme qui au début est peut-être un petit peu floue, mais plus on avance aussi, plus elle se précise. Oui, c'est ça. Une fois qu'on a sa mission, après, on avance vers elle et puis ça s'éclaircit au fil du temps. Et la clarté, ce n'est pas un truc que vous faites avec une checklist un jour et vous dites « Ah, ça y est, j'ai gagné de la clarté ». Non, j'ai engagé des coachs pour ça et on en reparlait à chaque fois. Il faut le refaire même tout seul. Voilà, il faut retravailler sa vision, sa clarté, vérifier qu'on s'en écarte pas trop, et puis revenir sur les rails. Donc oui, la vision, c'est important. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que je fais cet exercice-là et ce point-là assez régulièrement. Ouais. Et du coup, j'ai une question, interrogation pour toi. Pourquoi écrire tous les jours à ta liste email? Pourquoi ne pas écrire, par exemple, 2-3 fois par semaine? Pourquoi tous les jours? Je vais te répondre avec une autre question. Si tu as une offre intéressante qui est en mesure d'aider les gens, pourquoi est-ce que tu n'en parlerais pas tous les jours, au contraire? Bon. L'idée, c'est on parle beaucoup des métriques, genre taux d'ouverture, taux de conversion, mais en fait, quand j'accompagne un client et qui me dit j'ai pas vendu beaucoup de mon programme cette semaine, je lui dis combien de personnes l'ont vu? Elle dit, ah ben effectivement, j'ai pas envoyé de mail, ou j'ai envoyé un email au lieu de 5. Bon, ben voilà, il faut, si vous voulez vendre votre offre, il faut mettre votre offre en face de plus de paires d'yeux possible, et le plus souvent possible. En fait. Plus vous la montrerez, plus elle apparaîtra. Bon, après, il y a aussi l'aspect pourquoi envoyer un email comment faire pour envoyer un email par jour si on a soi-disant rien à dire. Bon, la plupart du temps, c'est une fausse croyance parce que si vous êtes un expert, vous devriez avoir quelque chose à dire tous les jours. Maintenant, envoyer un email tous les jours, ça ne veut pas dire d'envoyer un pavé ou un article ou un tutoriel. D'accord? Il doit y avoir un message, un conseil, vraiment un seul truc à extraire. Il faut rester dessus. On lutte aussi toujours contre les distractions auxquelles sont exposés nos prospects. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Donc, il faut rester vraiment, maintenir l'attention du prospect. Après, si vous êtes plus à l'aise avec 3 emails par semaine, faites 3 emails par semaine, mais restez comme ça, régulier. Mais il y a aussi le fait, toi, tu fais de la vidéo aussi, tu fais des lives, donc tu as un système un peu hybride. Donc, voilà, c'est pas déconnant d'envoyer moins d'emails, mais ce qu'il faut, c'est capitaliser sur ses forces. Donc, moi, ma force étant le texte, je me focalise sur l'email. C'est ça, revenir encore une fois à ses forces, à sa valeur ajoutée aussi, et qui, toi, du coup, forcément, reste l'email. Oui. Ben, en fait, j'ai vu que à chaque fois que je faisais des promotions, avant de faire de l'email conversationnel comme ça, je voyais que le gros de mon chiffre d'affaires venait des emails. En fait, ça venait pas de Google et du trafic qui arrivait sur ma page de vente, c'était les emails. Donc, je dis bon ben, je ne vais
faire qu'envoyer des emails. En plus, c'est facile, il n'y a pas de mise en forme à faire, il n'y a pas de besoin de publier. Enfin, si, il faut le mettre dans l'autorépondeur, mais il n'y a pas d'image à ajouter, il n'y a pas de... Bon, voilà. Je me suis focalisé dessus et l'idée après, c'est de toujours envoyer des emails intéressants. C'est la seule chose à laquelle il faut vraiment faire attention, c'est ça, c'est envoyer des emails intéressants Mail et intéressant. dire quoi faire à la fin. Avec appel à l'action. Ok, Tout à fait. Même si c'est super. pour dire répondez à ce mail Mm. ou rejoignez-moi sur. Là, j'ai envoyé un email ce matin qui demande de rejoindre mon canal Instagram parce que je viens d'en lancer un. Mais voilà, il faut qu'il y Super. ait quelque chose à faire à chaque fois. Ok, top. Et petite question, quels sont un peu le top 3, on va dire, des pires erreurs que tu as vues en emailing? Alors, ce n'est pas une des pires erreurs, mais en fait, on me demande souvent pourquoi j'utilise jamais le prénom dans les emails et je ne le Ah, capture pas en fait à l'inscription à la liste. Pourquoi? Parce que bah, déjà, plus vous demandez d'informations et plus vous réduisez votre conversion, ça c'est pas grave. Mais l'embêtant, c'est que quand vous réutilisez le prénom, déjà, c'est source d'erreur. Parce qu'un jour, j'en ai reçu un il n'y a pas longtemps en plus, d'une marketeuse où il y a la balise qui apparaît et ça m'écrit bonjour, first name. Voilà. Il y a ça. Il y a ceux aussi qui sont curieux et qui vont mettre un prénom fictif ou alors ils vont faire une faute de frappe ou alors ils vont mettre des accents et l'autorépondeur, des fois, peut mal supporter les accents et vous avez dans chaque mail votre prénom qui est mal écrit. Voilà, donc pour ça. Et l'autre raison, c'est parce que c'est une action supplémentaire. Donc, comme mon but, c'est d'envoyer, je veux que mon activité ait le moins de friction possible, donc je n'utilise pas les prénoms. Je ne dis même pas bonjour dans les emails, sauf pour les clients où j'envoie des emails plus spécifiques. Mais voilà, une des pires erreurs, en fait, c'est d'essayer de faire croire qu'un email a été envoyé personnellement. En gros, la pire mm. erreur, c'est d'insulter l'intelligence des prospects. Donc, c'est d'utiliser des tactiques, un peu ce que j'appelle tactique, un peu foutage de gueule, ou de faire croire que, je ne sais pas, soit une offre se termine et puis après elle rouvre miraculeusement le lendemain parce que soi-disant le serveur est tombé en panne parce qu'il y a eu trop de commandes. Voilà, toutes ces tactiques-là, en fait, qui sont vues et revues, peuvent marcher à court terme. Ça marche sur certaines personnes, pas les meilleurs clients, à mon avis, mais ça entache la relation à long terme. Et je privilégie la relation avec mon audience plutôt que les ventes à court terme. Donc ça, c'est une erreur classique. Autre erreur, envoyer des emails inintéressants ou juste quand on a quelque chose à vendre. Mm. Là, du coup, quand on voit l'email arriver, on sait qu'il va y avoir quelque chose à vendre et que ça va être plus ou moins agressif. Donc voilà, on va le garder pour plus tard. Et troisième erreur, ça va toujours dans le sens d'insulter l'intelligence du lecteur, en fait, mais il y a une technique qui consiste à changer son nom d'expéditeur, par exemple. Ah oui, Et je l'ai changer déjà le nom vu. d'expéditeur et mettre des sujets qui dépassent comment dire, qui sont censés battre des records de clics. En fait, souvent, les conseils qu'on a pour augmenter le taux d'ouverture, les sujets qui augmentent les taux d'ouverture, souvent sont néfastes pour la relation à long terme. Donc, changer le nom d'expéditeur, déjà, c'est pas bon parce que ça veut dire que vous n'avez pas tissé de relation avec votre prospect. Si votre mère vous écrit, vous n'allez pas lire l'objet, vous n'allez pas dire ah, ma mère m'a écrit, est-ce que son objet de l'email est intéressant? Je vais l'ouvrir. Non, vous l'ouvrez parce que c'est votre mère, c'est tout. Voilà. Donc, si vous changez le nom d'expéditeur, déjà, vous trahissez ça et vous trahissez le fait que vous avez besoin de clients parce que vous cherchez par tous les moyens d'obtenir l'ouverture. Mm. Voilà les 3 premières erreurs auxquelles je pense. Ouais, super, donc ça se rejoint au final autour de la relation avec l'audience aussi, prendre soin aussi de son audience et puis avoir cette vision encore long terme dont tu parlais tout à l'heure. Absolument. La relation avec Ouais. l'audience, c'est tout. Et en fait, une de mes clientes qui m'a inspiré ça, c'était... Donc avant, elle ne faisait pas d'emailing régulièrement. Elle était plutôt sur YouTube et elle avait toute son audience sur YouTube, ce qui était très dangereux. Donc, quand j'ai travaillé avec elle, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a extradé son audience, on a construit sa liste email. Et du coup, je lui ai dit, bon, il faut que tu envoies des emails à ta liste, il faut que tu travailles ce canal. Et elle a dit, mais je ne sais pas quoi
Alors, ça m'a fait rire, surtout parce qu'elle faisait des vidéos régulièrement. Elle dit, mais je ne sais pas quoi raconter. J'ai fait, tu racontes la même chose que dans tes vidéos, mais sous format texte. Et, et un jour, elle m'appelle, elle me dit, c'est bon, je me suis débloqué. Et depuis, je prends cet exemple-là. Elle s'imagine, elle dit, pour écrire un email, j'imagine que je prends un café avec avec mon client idéal. Et il me pose des questions. Et je réponds. Chaque réponse est un email. Voilà. Et ben, quand on engage un coach, des fois, ben, on a des échanges d'emails. Il faut vraiment que ça ait le même aspect, en fait, le même type d'échange. Et c'est ça qui tisse la relation. C'est vrai que s'imaginer qu'on prend un café avec sa cible et la personne en face, c'est vrai que ça aide. Et puis, je pense que ça permet de prendre du recul par rapport au fait qu'on écrit au final sur un ordinateur et Oui. qu'on n'a pas forcément, malheureusement, la personne en face, mais elle est pourtant bien là à recevoir l'email, quoi. Oui, la relation avec la liste, c'est plus important. Il y a un appel à l'action auquel on ne pense pas forcément et qui est intéressant en termes de délivrabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment, même si vous travaillez avec des toutes petites listes, comme c'est mon cas, vous utilisez toujours un autorépondeur parce que c'est ce qui permet d'envoyer des emails en masse. Et il y a toujours un risque d'atterrir en spam ou dans l'onglet promotion. Eh bien, le genre d'appel à l'action que vous pouvez demander, et même demander, répéter, c'est de faire en sorte que, j'ai 2 astuces à partager par rapport à ça, faire en sorte que votre lecteur vous ajoute dans sa liste de contacts. Et ça, c'est un truc que vous pouvez mettre dans chaque email, tu peux mettre dans le footer, tu as des mentions obligatoires à mettre avec le lien, il y a le lien de désinscription, etc. Normalement, vous pouvez ajouter du texte dans cette partie-là. Et ce que j'aime bien faire, c'est je mets ajoutez-moi à vos contacts. Et en fait, contact, c'est un lien qui permet de télécharger la carte de visite virtuelle. Tu sais que dans l'application Contact du Mac, par exemple, on peut exporter un contact et ça crée un fichier VCF ou VCS. Vous le mettez sur votre Dropbox, vous en faites un lien de téléchargement et votre lecteur peut facilement vous ajouter à ses contacts avec ça. Donc ça déjà, ça permet d'augmenter la délivrabilité. Ensuite, il y a le fait de demander de répondre à un email de newsletter. Quand un serveur comme Google voit un email de newsletter arriver et que le lecteur prend la peine de répondre, il se dit « Ah, il y a une conversation, donc c'est vraisemblablement pas du spam. On va le laisser passer un peu plus facilement. » Voilà. Et vous répondez. Et d'ailleurs, c'est une super occasion de déclencher une conversation et qui peut potentiellement déboucher… Enfin, vous êtes toujours en train d'étudier votre marché, donc engager des conversations, ce n'est pas le truc que vous pouvez vraiment scaler, c'est un truc que vous devez faire manuellement. Donc, faites-le. Et ça peut déboucher après sur la vente de prestations intéressantes. Voilà, c'est 2 astuces-là qui paraissent anodines, mais en fait, ça augmente votre indice de confiance au niveau des serveurs d'envoi et des serveurs de boîtes de réception comme Gmail, par exemple. Et la 3e chose, c'est qu'en faisant ça assez souvent et en envoyant des emails régulièrement, en travaillant dans la continuité, ce qui va se passer, c'est que vos emails seront attendus et le jour où il n'arrivera pas, même si vous arrivez dans le spam, les gens vont vous chercher dans le dossier spam. Ils vont vous remettre dans la boîte de réception. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement à s'inquiéter de la délivrabilité. C'est un truc que vous ne pouvez pas contrôler et il ne faut pas changer d'autorépondeur parce qu'il y en a un qui vous a promis une meilleure délivrabilité. Si vous promet une délivrabilité avec un pourcentage, déjà, il ment. On ne peut pas le contrôler. Et ce qui vous permet de contrôler ça, c'est la relation avec votre liste. Ok, ouais. Donc la relation avec sa liste, super, super important. Je te rejoins tout à fait. Et alors, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. Moi, j'aime bien toujours finir mes podcasts sur quelque chose de vraiment actionnable pour les personnes qui nous écoutent. Tu as déjà donné plein de conseils au final et plein de choses qu'on peut déjà bien mettre en place. Alors, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui n'ont pas encore justement de liste email. Quelle serait pour toi la première chose justement qu'ils pourraient mettre en place pour commencer à créer leur liste email et pour la lancer? Déjà, il vous faut l'outil indispensable qui est un autorépondeur. Il y en a plusieurs sur le marché, il faut les tester. Il faut, vu que vous allez envoyer des emails régulièrement, moi, mon critère, c'est qu'il doit être simple à utiliser. J'utilise aussi des fonctions d'automatisation, mais je regarde, ce que je veux, c'est je veux pas envoyer un simple email de broadcast soit un chemin de croix, donc il faut qu'il soit simple. Donc ça, il faut tester. En général, ils ont des offres d'essai.
avoir un autorépondeur, créer une page pour, comme on dit, capturer les adresses email, donc une page d'atterrissage avec quelques infos sur vous, une promesse, quel est l'intérêt pour le lecteur, enfin le visiteur de s'inscrire, de rejoindre votre liste. Et à partir de là, une fois que le formulaire est en place, dans toutes vos communications, parce que vous faites normalement des communications, même si vous ne faites qu'envoyer des messages directs sur les réseaux ou peu importe, quand vous parlez à quelqu'un, l'appel à l'action, ça doit être toujours de rejoindre votre liste email ou d'aller sur la page d'atterrissage. Et le visiteur décidera, en fonction de ce que vous avez écrit dessus, si ça vaut le coup de rejoindre votre liste. Donc, tout ce que vous faites en public ou quand vous rencontrez quelqu'un doit avoir pour but de rejoindre la liste email. Vous ne parlez pas de votre offre. Si on vous pose la question, vous répondez, mais vous ne demandez pas de rejoindre votre offre ou de... Ça peut être demander un devis, mais pour recevoir le devis, il faut être inscrit sur la liste email. Ça, j'aime pas trop parce que les gens, du coup, vont s'inscrire pour recevoir le devis ou pour recevoir le cadeau. Il faut vraiment insister sur le fait que être inscrit et rester inscrit est intéressant parce qu'on va recevoir des conseils, des ceci, cela. Donc, construire sa liste dès le départ et donner comme appel à l'action de rejoindre la liste dans toutes les communications. Quand on se fait interviewer, là par exemple. Comment est-ce qu'on rejoint ta liste email ? Rejoindre ma liste email, c'est... Donc, j'ai mon site lajournée33minutes.com ou jérémybambini.com. Allez sur jérémybambini.com et rejoignez ma liste parce que c'est tout ce que j'attends des personnes qui me connaissent un tout petit peu. Voilà. On a passé du temps ensemble avec nos audiences. Mais voilà, la prochaine chose que j'attends, c'est déjà de rejoindre ma liste et de voir si mes conseils vous plaisent et ma personnalité aussi. On n'a pas parlé de la personnalité dans les emails. Oui, c'est vrai. C'est important. C'est vrai que c'est important aussi. Mais on pourrait parler pendant longtemps. Oui. C'est la différence aussi avec la façon traditionnelle de faire de l'email marketing, c'est que les emails de conversation transpirent votre personnalité. Et il faut absolument l'utiliser, voire l'exagérer légèrement. Super. Bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, moi, je mettrai de toute façon le lien dans la description du podcast. Comme ça, il y aura directement tout dans la description. Puis voilà, tu voulais rajouter un petit mot de fin ? Construisez votre liste et tissez et renforcez chaque jour la relation avec votre audience. Donc, ça dépasse un peu la liste. Mais c'est ce qui vous assurera la sécurité, entre guillemets. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre liste email qui est sur votre clé USB ou qui est exportée, il peut vous arriver n'importe quoi. Vous pourrez rebondir facilement. Il suffira d'envoyer un email à votre nouvelle liste et dire « Mon site a été censuré, mais tous mes réseaux ont été fermés. Maintenant, je suis à tel endroit. » Et vous renvoyez votre liste. Et si vous avez bien travaillé la relation, les gens vous suivront quoi qu'il arrive. Super. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour être intervenu sur le podcast. Merci à toi. J'espère et je suis certaine en tout cas que ça aidera grand nombre pour leur liste email. Au plaisir. À très vite. Bye. Salut. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez pu apprendre plein de choses sur la liste email, comment la créer, quelles sont les erreurs à éviter et comment la développer, surtout comment rédiger des emails qui sont intéressants. Gardez bien cette idée-là, je pense que c'est vraiment une idée clé de l'interview, c'est de rédiger des emails qui sont avant tout intéressant pour les personnes qui vont les lire, d'être détaché totalement du résultat et de la vente au final derrière. Je sais que c'est pas facile quand on est indépendant, clairement. J'avais fait d'ailleurs plusieurs autres épisodes sur la partie plus vente. Si ça vous intéresse, vous allez tout simplement aller écouter les autres épisodes du podcast. Mais pensez toujours aussi à votre appel à l'action à la fin d'un email, comme à la fin de tout, d'un post LinkedIn, de votre profil LinkedIn, d'une page de vente, d'une page de capture, etc., etc. Pensez toujours à votre appel à l'action. J'espère sincèrement que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur Apple Podcasts et puis me mettre un petit commentaire. Ça me fera très très plaisir en tout cas de vous lire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.